Depuis le début de cette année, la Guinée est engagée dans un combat incertain contre un terrible ennemi du nom d'Ebola. Des milliers sont morts en laissant derrière eux des familles en ruine. Nous avons décidé de sillonner le pays à la recherche de ceux qui ont tant perdu, afin de leur donner une voix. Et peut-être que leurs témoignages nous aideront à sauver ceux qui ne croient toujours pas en l'existence du virus Ebola. Quand j'avais commencé à voir les maux de tête, je voyais flou. Ma tête me fait mal. Tout mon corps devient chaud. Quand je mange et même quand je prends de l'eau, mon ventre me fait mal. Ma poitrine chauffe, c'est comme si j'avais une brûlure. À prime abord, on a entendu qu'il y a eu des malades, des morts en zone forestière. Et quelques jours après, des résultats sont venus de Lyon, de Dakar, pour nous dire qu'effectivement c'était Ebola. Et la première impression que j'ai eue personnellement, c'est que c'était fini. J'avais eu la diarrhée. Le sel que je faisais, c'était jaune, quelquefois noir. J'avais commencé à vomir et j'ai aussitôt demandé de m'envoyer à l'hôpital. J'ai compris que c'était une épidémie qui s'annonçait en Guinée et qu'il s'agissait d'une maladie qui n'avait ni traitement ni vaccin. Je disais au docteur, ma poitrine, j'ai mal. Mais le docteur ne m'entendait pas parce que ma voix était faible. La première fois que je suis entré dedans, ce que j'ai vu m'a paru vraiment horrible. Dur, stressant et difficile à avaler. Voir des gens qui sont malades, qui souffrent, pour qui tu te dis il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider? On a commencé à faire des traitements symptomatiques parce que c'est ce que la littérature nous recommandait. Mais en toute sincérité, lorsque j'ai vu le premier patient mourir, j'avoue que ça a été difficile. Un patient qui est en train de mourir, qui est en train de saigner, qui est en train de s'en aller, tu le vois en train de s'en aller, tu ne peux rien faire pour lui. Quand nous nous sommes donné la main, nous avons pu envoyer 23 personnes malades à l'hôpital et 11 ont trouvé la mort. Les 22 autres qu'on n'a pas pu retrouver sont morts dans les quartiers. Vous passez des journées à recevoir des patients qui viennent de tous les horizons, qui souffrent. Et vous avez des bébés qui n'ont rien demandé. Des bébés de 4 mois, des bébés de 5 mois, de 7 mois, victimes d'une maladie dont ils ignorent l'origine, où est-ce que ça va, pourquoi ils ont ça. Vous entrez, vous observez des gens à l'intérieur qui souffrent, qui sont fatigués, qui saignent, qui ont du mal à lever la tête. C'est absolument difficile à vivre. Souvent ce sont tes amis, souvent ce sont tes collègues, souvent ce sont tes propres parents qui sont à l'intérieur. Tu les observes, tu es dans un truc où tu ne peux pas sortir pour leur dire mais voilà, c'est absolument difficile. Trois histoires, 3 destins, 3 vies qui portent à jamais la marque du terrible virus.
Quand on est arrivé à l'hôpital, ils nous ont fait un prélèvement sanguin. Dans les après-midi, ils ont envoyé le résultat en disant que certains parmi nous avaient Ebola. Et ceux-là qui n'avaient pas attrapé la maladie, on leur a demandé de rentrer à la maison. Nous autres, on a été répartis dans les différentes salles de traitement. Moi, mon cas, je n'avais pas fait de vomissement ni de diarrhée à Koya. J'avais juste une forte fièvre et le corps chaud. Et dès qu'on a commencé le traitement, la maladie s'est directement manifestée. Et j'étais dans la même salle que Salifou. On les a aussi administré le médicament. On a tous fait la diarrhée. C'était plus intense chez lui, car il vomissait et faisait la diarrhée. Ça l'a affaibli. Mais c'est par après qu'on a appris que quelqu'un aurait appelé pour lui dire de ne pas prendre les médicaments du centre. Quand le docteur lui donnait les comprimés, il gardait dans sa bouche pour ensuite recracher sous le lit. Dès la sortie des docteurs de notre salle, ça je l'ai vu, on ne me l'a pas dit. Une nuit, les docteurs sont venus pour lui faire une perfusion. J'étais juste à côté. Quand les docteurs sont sortis, il s'est levé d'un seul coup pour débrancher sa perfusion, puis vider le contenu dans son pot, puis rebrancher vide. Je lui ai dit, « Salifou, ce que tu fais là, ça va te tuer. » D'abord, il y a une prise en charge psychosociale. On vous donne des conseils, comment vous comporter, de ne pas avoir peur de la maladie, tout ça. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on va mourir. Donc, on nous donne quand même des conseils pour nous soulager, pour ne pas qu'on ait le moral très bas. Quand on fait la fièvre, on donne un médicament qui baisse la fièvre, la température. Quand on a la diarrhée, on donne un produit qui arrête la diarrhée. C'est comme ça, parce que c'est provoqué par un virus. Il n'y a pas un médicament pour le traiter. Donc le traitement est symptomatique. Donc le signe qui se présente, on le traite. Donc quand vous faites la fièvre, on peut donner le paracétamol. Quand c'est la diarrhée, on donne le métro. Quand c'est les yeux qui sont infectés, parce qu'on peut avoir les yeux très rouges, une conjonctivite, il y a la pommade de tétracycline, c'est comme ça. Mais il était presque fatigué. Dans la nuit, je n'ai pas pu dormir. Les docteurs sont venus faire sa toilette et lui rebrancher des perfusions. En ce moment, il était à l'agonie. Il n'avait plus de force. Et le lendemain, avant 14 heures, il a rendu l'âme. La maladie a commencé chez mes oncles maternels à Milia. C'est là où ma maman a attrapé la maladie. Ma grande sœur était absente, donc c'est moi qui suis restée à côté d'elle. C'est avec elle que j'ai eu cette maladie et elle en est décédée. Après le décès de ma maman, toute la famille a contracté la maladie. Et 14 personnes sont décédées, sauf moi, Kumba Thérèse, et mes enfants, Rose Koumano et Rose Kondiano. Donc, c'est dans le village de Milia que nous avions attrapé la maladie. La maladie est aujourd'hui comme une chaîne. On ne sait pas là où Ngafatou a contracté la maladie, mais la chaîne de maladies que Ngafatou a posée dans Koya fait beaucoup de victimes. La dernière fille de Ngafatou a perdu son deuxième enfant ici. La famille de son mari est venue chercher le corps de l'enfant et sa maman qui était complètement perturbée pour les envoyer à Sogoya.
Son oncle a tout fait afin qu'il laisse le corps et la femme sur place, mais les parents de son mari n'ont pas accepté. Une fois à Sogoya, la femme est revenue malade et très faible à Koya. Le mercredi 9 septembre, le DPS, le préfet, la Croix-Rouge étaient en route pour venir chercher la femme malade et c'est en cours de route qu'on les a appelés pour les informer du décès de la femme. Malgré tout, ils ont décidé d'aller récupérer le corps pour le traiter, pour éviter tout risque de contamination. Mais les habitants de la localité ont décidé de laver le corps selon les rites sans attendre. Donc, une chaîne de contamination est restée à Sogoya. Sidia qui vient de parler, sa deuxième femme qui est décédée, c'est sa marâtre qui venait la laver ici. Et quand on demandait à celle-ci de ne pas enlever la chaussure pour ne pas être contaminée, elle disait non, qu'elle a foi en Dieu. Même l'eau de Javel qu'on les a remis à l'hôpital, elle refusait de se laver les mains après qu'elle ait couché sa fille malade. Donc, elle aussi, elle a contacté et ramené la maladie dans son village. Arrivée là-bas, elle en est décédée. Sa première fille, qui venait de finir l'université, est décédée. Avant-hier, le mari de la vieille aussi est décédé. Les filles de cette même famille qui sont mariées dans d'autres villages sont venues contacter la maladie et la ramener dans d'autres villages. Je suis le coordinateur effectivement de la réponse pour la zone Conakry et les préfectures environnantes, à savoir Dubrika, Forikaria et Koya. Et spécifiquement du côté de cette coordination, c'est toutes les activités concernant les décès communautaires, le transfert des malades, les enterrements sécurisés, la sanitation qu'on appelle la pulvérisation dans les lieux où on a pris un malade ou bien un corps d'Ebola. Et la mobilisation sociale, nous faisons aussi l'assistance psychosociale, c'est-à-dire le cash transfert, c'est juste une petite assistance économique qu'on fait aux familles victimes d'Ebola. Quand le décès a eu lieu au CTE, le personnel du CTE me contacte, on me met en contact avec la famille. Avec la famille, j'essaie de discuter avec eux tout en faisant une sensibilisation de la nécessité de gérer ce corps et de les rassurer qu'on peut bel et bien prier sur ce corps. Si un corps déjà est préparé dans un sac, le corps n'est plus contagieux. Mais il faut retenir si une personne décède d'Ebola, son corps est beaucoup plus virulent. Il y a des milliers et des milliers de corps de virus qui sortent en surface, donc ça représente vraiment des véritables dangers pour la personne qui va s'occuper de ce corps sans les mesures préventives. C'est pourquoi nous essayons de les expliquer de la nécessité que nous, en tant que spécialistes, puissions s'occuper de ce corps pour la préparation et tout. Quand le corps est déjà dans un sac, nous permettons aux familles de faire des rites, c'est-à-dire ils peuvent prier sur le corps, faire des témoignages. Ça se fait spécifiquement ici à Donka, on peut mettre le corps à 1-2 mètres, la famille est là. Si c'est à la cimetière de Cameroun, on met le corps aussi à 1-2 mètres et puis on prie le corps. Et puis avec la famille, quelques-uns peuvent nous accompagner s'ils le souhaitent, parce qu'il y a aussi une question de psychose qui est là. C'est l'équipe qui est là, ils sont en train de se désinfecter parce que là ils sont allés enterrer le corps dans le sac mortier. Et vous avez vu aussi les parents prier sur le corps ici, malgré que le corps était dans un sac mortier, ils ont accepté parce que là on les a sensibilisés en leur disant que ce sac mortier là est là pourquoi? Juste pour éliminer le danger, le risque de contamination. Donc quand la personne est dans ce sac, nous pensons qu'il n'y a plus de risque de contamination. Ce que je demande au gouvernement guinéen, ils n'ont qu'à mettre la Croix-Rouge en sécurité pour cette maladie, sinon elle ne sortira pas du pays. Quand on les appelle pour les signaler des cas de malades, qu'ils viennent chercher obligatoirement. Quand il y a un cas de décès dans une concession, que la Croix-Rouge vienne immédiatement récupérer le corps pour un test. Sinon, nous resterons longtemps avec cette maladie. Nous allons appeler ici la population à accepter que la Croix-Rouge vienne traiter le corps dans la famille
et procéder ici à l'enterrement sécurisé, parce que c'est juste ça. L'objectif, c'est de diminuer, d'éradiquer totalement ici l'épidémie. Et comment on pourra faire ça? C'est avec l'assistance ici de la population. C'est si la population accepte d'abord la Croix-Rouge, que la Croix-Rouge intervienne chez eux. Parce qu'il y a certains qui donnent des informations par rapport aux produits que nous utilisons. Ce produit, c'est du HTH, c'est le chlore. Ça, on le mélange, et il y a des différentes solutions que nous mélangeons. Ces différentes solutions, ici, la solution qu'ils sont en train d'utiliser maintenant, c'est la solution de 0,5. C'est-à-dire, on prend du HTH, on met dans un bidon de 20 litres, et 10 cuillerées dans un bidon de 20 litres, ça nous donne 0,05. Là, il se désinfecte avec ça. Il y a une autre solution, qu'on a, la solution de 2%. C'est avec cette solution que nous préparons les corps. Comme ici on n'a pas préparé le corps, donc vous ne pouvez pas avoir cette solution. Donc c'est juste pour vous dire que cette solution ne peut pas donner la maladie à quelqu'un, ni rien, sauf qu'il peut ici éliminer le virus. Et quand les gens viennent, ce n'est pas beaucoup de personnes aussi qui acceptent de partir juste là-bas, mais avec les sensibilisations, quelques 5-6 personnes acceptent d'aller jusqu'à la mise en terre. Déjà 5000 victimes. Une chaîne de 5000 maillons, dont le premier est apparu à Djekedou, situé au sud-est de la Guinée. Djekedou qui a payé un si lourd tribut à Ebola. Djekedou où tout a commencé. Nous ne pourrons appréhender la sinistre expansion de la maladie sans nous y rendre. La gestion d'Ebola à Guédou a été une gestion consensuelle, avec l'engagement de tous les partenaires, les autorités, les élus locaux, les cadres administratifs, les partenaires à la santé, MSF, Croix-Rouge, Plan, PAM, tout le monde, et le personnel de la direction préfectorale de la santé et tous les personnels de la santé. Bien sûr, au départ, ça a été très difficile parce que la maladie a surpris les populations. Et depuis très longtemps, on n'était pas habitué à cette cadence de décès. Donc ce qui a surpris les gens et effrayé la population. Mais grâce à notre engagement, à l'engagement de tout le monde, et moi-même j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai sillonné dans plusieurs villages, j'ai sillonné toutes les collectivités décentralisées, les sous-préfectures. J'ai sillonné dans plusieurs villages avec les partenaires, je les ai accompagnés partout. C'est ce qui nous a permis de vaincre la réticence. Et finalement, les populations se sont engagées à nous accompagner dans la lutte contre Ebola. La lutte contre Ebola, comment est-ce que, au jour d'aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est en train de progresser? Elle progresse forcément dans la bonne direction. On voit de plus en plus d'intervenants arriver sur le terrain. Sans doute pas aussi rapidement que je le souhaiterais personnellement, parce que c'est clair que c'est une maladie compliquée qui nécessite des infrastructures, de la logistique impressionnante. Donc ça prend forcément un peu de temps. Mais la communauté internationale et la communauté guinéenne aujourd'hui se mobilisent pour vraiment pouvoir répondre et faire face à cette maladie. Ça va dans la bonne direction, mais il faut qu'on reste extrêmement vigilants et qu'on continue tous à mettre beaucoup de force pour gagner ce combat. Un alignement de tentes, c'est le CTE, Centre de traitement Ebola, navire amiral de la riposte contre l'épidémie. Ici, s'affairent ceux qui sont en première ligne dans cette guerre, appuyés par les partenaires à la santé tels que Médecins sans frontières. Ce centre a été construit en urgence avec le soutien de la directrice de l'hôpital et c'est un centre qui est en perpétuelle évolution, à savoir qu'effectivement on essaye de renforcer au maximum toutes les mesures de biosécurité et en même temps le centre a une activité grandissante, donc on s'adapte au fur et à mesure.
Le processus est l'un des plus dangereux. Sous la soutane de protection, l'agent affronte des températures avoisinant les 50 degrés. Y passer plus d'1 heure l'expose à la déshydratation. Il leur est interdit de la porter ou de l'enlever seul. Il faut tremper 3 fois dans chaque bac. Enlevez tout doucement. Tremper 3 fois dans chaque bac. Pliez, tenez là. Voilà, oriente le bout de la chaîne. Non, tirez d'abord, orientez d'abord le bout. Ok. Tu peux même déchirer juste en bas. Non, c'est pas... Attends, s'il te plaît. Lave les mains. Replace bien la combinaison. Aujourd'hui, cette semaine, l'activité a bien diminué. Il y a une trentaine de patients dans le centre, mais les capacités totales du centre sont de 80 personnes, 85 lits, et on fait les adaptations nécessaires, que ce soit en logistique ou en hygiène et eau et assainissement, pour que ça corresponde aux standards de sécurité biomédicale. Donc il y a un endroit pour recevoir les visiteurs, où notre équipe de promotion à l'hygiène vient rencontrer les personnes pour expliquer ce qu'il se passe dans le centre et comment ça fonctionne. Souvent, ce sont les familles des patients qui sont présentes et qui ont besoin d'explications pour comprendre qu'est-ce qui se passe pour leur famille, leurs patients qui étaient accueillis, et en même temps, comment ça va se passer dans l'avenir. Donc on a toute une équipe qui est l'équipe de promotion de l'hygiène et de la santé qui se trouve à l'entrée et qui est disponible pour aller rencontrer les familles qui arrivent. Ebola, Ebola, ce n'est pas le sida, hein? Pour dire qu'on a honte de déclarer. Il y a le cancer de foie, il y a le sida, il y a la tuberculose, il y a le choléra. J'ai moi-même eu le choléra, mais ça c'est différent du choléra. Ce que cette maladie a fait à mes proches, j'en suis conscient. Car je sais dans quelles conditions j'ai pris ma famille les amener au centre de traitement. Cette maladie rend sourd et donne des atroces maux de tête qui ne s'arrêtent pas. Même si tu prends 1000 médicaments à la maison, la maladie ne recule pas. Elle ne fera que s'aggraver. C'est comme si on t'empoisonnait. Quiconque reste à la maison avec la maladie et refuse d'aller à l'hôpital trouvera la mort au nom de Dieu parce qu'elle ne recule pas. C'est au centre, il y a des techniciens qui peuvent vous sauver. Il n'y a pas encore de vaccin ou de sérum. La prévention est la seule arme à notre disposition. À la porte des commerces, des bâtiments administratifs et des enseignes privées, des kits sont mis à la disposition des Guinéens, car le respect des règles d'hygiène est primordial dans cette lutte. Le lavage fréquent des mains avec une solution chlorée est instauré comme une nouvelle culture. L'aéroport de Conakry n'est pas épargné par ces mesures. Les entrées et sorties sont sujets à un contrôle sanitaire strict afin d'empêcher une personne infectée d'introduire le virus sur le territoire ou de le faire sortir vers d'autres pays. Mais pouvons-nous affirmer que nous atteignons la fin du tunnel ? Les mesures en ville permettent que l'épidémie ne se répande pas, elle reste sous contrôle. Il faut rester vigilant, parce que ce n'est pas une assurance qu'on est en fin d'épidémie, mais en tout cas l'épidémie ne flambe pas, comme on dit, et ne se développe pas, donc c'est quand même un très bon signe. Ça veut dire que les autorités ici, que ce soit les différents intervenants,
font bien leur travail. Chaque cas suspect est bien suivi parce qu'effectivement, il y a des autorités qui suivent chaque patient suspect et les contacts de ces familles qui vont visiter tous les jours pour prendre les températures et vérifier que les familles des patients Ebola ne développent pas les signes. Donc ce travail semble bien fait parce que les chiffres au moins l'attestent que l'épidémie ne se développe pas excessivement dans la ville de Conakry. À Conakry et dans certaines préfectures, l'épidémie est sous contrôle. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde. Trop de gens ont eu à souffrir de ce fléau. Pour nos enfants, nos familles et à la mémoire de toutes les victimes emportées par le terrible virus, c'est un devoir pour nous de continuer le combat jusqu'à la victoire finale contre Ebola. Pour cela, nous devons continuer à nous laver les mains au savon et aux solutions chlorées. Amener nos malades à l'hôpital pour augmenter leurs chances de survie et rompre la chaîne de contamination. Éviter de toucher nos morts, car seuls les spécialistes de la santé, tels que Médecins sans frontières et la Croix-Rouge, sont habilités à gérer les corps contaminés par Ebola. Ensemble, mettons fin à Ebola. Faut que ça...